Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 octobre 2016. C'est donc la dernière émission de la semaine. Le titre du jour est la neutralité prévaut, neutralité sur les indices boursiers américains, sur les indices boursiers européens, neutralité sur l'or, neutralité sur le pétrole, neutralité sur le dollar. Les marchés semblent se stabiliser, se gripper un petit peu, être très attentistes en vue des élections américaines qui approchent à grands pas. D'ailleurs, la semaine prochaine, on devrait assister donc toujours à une stabilisation des cours. On aura peut-être des petites tentatives de décalage haussier ou baissier, mais je pense que vraiment les opérateurs vont attendre donc la prochaine grande échéance, le 8 novembre prochain. La semaine prochaine, on aura quand même des émissions spéciales ensemble pour la Fed, notamment. On va avoir un live Fed mercredi soir et puis vendredi prochain, on aura un live NFP. Gardez en tête que ce week-end, nous allons changer d'horaire, c'est-à-dire que l'ouverture américaine se fera à 14h30 et non pas à 15h30 toute la semaine prochaine. C'est la raison pour laquelle les émissions en live, les spéciales Fed et NFP se feront une heure auparavant. Enfin, une heure plus tôt. Bienvenue à tous donc pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie chaleureusement. Avant de commencer cette émission, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme d'habitude, on verra donc les derniers mouvements intraday, ce qui se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes de mouvement intraday, eh bien, c'est la neutralité qui prévaut, c'est le titre du jour. Le S&P 500 est à l'équilibre à 2133 points après la publication du PIB américain. Le PIB est ressorti donc à plus 2,9% alors qu'on attendait plus 2,5%. J'ai quand même l'impression que les opérateurs avaient anticipé ce bon chiffre et que depuis, ils prennent des bénéfices et on se stabilise avant le week-end. Le CAC 40 est à l'équilibre aussi à 4535 points après un troisième test positif des 4500 points. On en a parlé avant-hier, on en a parlé hier, on en a parlé ce matin. Tant que le support des 4500 points tiendra sur le CAC 40, la tendance de moyen terme et la tendance de court terme sont haussières. Les acheteurs gardent donc la main jusqu'à nouvel ordre. Le VIX perd 4% depuis son plus haut du jour à 15,92 points, signe de complaisance. Souvenez-vous, quand la volatilité augmente, c'est qu'il y a souvent des mouvements baissiers. Quand le VIX retombe, eh bien, c'est qu'il y a une certaine stabilisation. Le sucre brut inscrit un nouveau plus bas mensuel à 21,68 cents. On en reparlera dans l'outil de reconnaissance figure graphique, puisqu'on est potentiellement en train de sortir du triangle que l'on a identifié ensemble et qui a été détecté par la plateforme de CMC Markets. Le pétrole WTI reste sous pression, posé sur les 48,8-49 $. Il a consolidé un petit peu cette semaine. Les stocks lui ont permis de se maintenir, mais pour autant, il reste très neutre, un petit peu comme les indices boursiers. Et puis le dollar index est stable à 98,8 points, il est sur ses plus hauts de la semaine, les plus hauts de vendredi dernier. Le dollar qui est toujours très corrélé aux anticipations de hausse de taux pour le mois de décembre. On a désormais plus de 70% de chance de voir les taux monter en décembre d'après les Fed Funds et c'est ce qui le soutient fortement. Dans les meilleures et moins bonnes performances de l'Eurostoxx, on note 4 françaises dans les plus fortes hausses du jour, avec notamment les publications de Sanofi et de Saint-Gobain, donc 2 belles publications et 2 performances de plus de 5% sur la séance. C'est elles qui tirent le CAC 40 et qui font que le CAC 40, et c'est surtout Sanofi qui pèse 10% dans le CAC 40, qui soutient l'indice. On notera que dans les baisses, on retrouve Nokia qui a déçu cette semaine dans sa publication. Et puis on notera également le secteur bancaire
en Italie qui consolide après s'être nettement repris ces dernières semaines. Donc dans la rubrique statistique, la croissance du PIB américain ressort à plus 2,9%, soit mieux que les 2,5% que le consensus attendait. Cela renforce le scénario de la Fed selon lequel la croissance économique est là, selon laquelle on pourra monter les taux en fin d'année. Et puis le chiffre du jour, c'est 50%, c'est le pourcentage de hausse de la taxe sur les transactions financières qui sera relevé à 0,3% très certainement en 2017. Côté entreprise, ExxonMobil annonce un bénéfice réduit de 1,59 milliard au troisième trimestre. Mastercard fait état d'une hausse de 21,2% de son bénéfice trimestriel. Goodyear Tire & Rubber voit son chiffre d'affaires reculer de 8,1%. Alphabet, maison mère de Google, réalise une hausse de 20,2% de son chiffre d'affaires grâce à la publicité. Amazon.com a publié un bénéfice net en hausse, mais inférieur aux attentes. Et Expedia gagne 8% avant bourse avec un chiffre d'affaires en hausse de 33%. Donc vous voyez, même parfois des géants comme Mastercard, comme Alphabet, comme Expedia arrivent à fortement augmenter leur chiffre d'affaires, soit en faisant de la croissance externe, soit en lançant de nouveaux produits. Donc belle performance de certaines sociétés américaines. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500, on retrouve hier donc Level 3 Communication, F5 Networks, et ensuite ce sont surtout des pharma, donc Alexion Pharmaceutical, Celgene Corporation, Bristol Myers, donc 3 pharmaceutiques qui tiraient l'indice S&P 500. Et puis dans les baisses, toujours des publications de certains groupes comme Fossil Group ou Aurélie Automotive qui ont déçu les investisseurs. Dans l'outil de reconnaissance de figures graphiques de la plateforme de CMC Market, j'ai choisi aujourd'hui un triangle sur le sucre brut en données journalières. Ce triangle avait déjà été détecté par la plateforme lundi en début de semaine. C'est un triangle noté 4 sur 5, il est relativement propre, on est en train de potentiellement en sortir par le bas, donc si on en sort par le bas, que l'on confirme cette cassure en cours de clôture, eh bien on pourrait connaître une correction sur les cours du sucre. Si au contraire on arrive in extremis à clôturer à l'intérieur du triangle, eh bien le suspense restera à son comble. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. Et là, ça va être très rapide, hein. Le CAC 40 est complètement neutre. Support 4500, zone de résistance 4550. On a fait du ping-pong entre ces bornes de mercredi, jeudi et aujourd'hui, vendredi. À 4500, je vous ai dit d'être pragmatique et de noter la tenue ou non de ce support. Tant que le support tenait, la tendance haussière de fond est là et les acheteurs étaient susceptibles de prendre la main. À chaque fois qu'on est revenu vers 4540, 4550, je vous ai indiqué que c'était la zone de résistance de cette semaine et que, en l'absence de catalyseurs très puissants et parce que les États-Unis attendent les élections, eh bien, il se pourrait qu'on reste dans ces bornes. On n'a pas clôturé au-dessus des 4540, 4550, donc on n'a donné aucun signal haussier. On a donné juste des signes de bonne tenue sur les supports. Le CAC est donc complètement neutre entre 4500 et 4580. Il se pourrait que cette neutralité perdure, et ce, peut-être même jusqu'aux élections américaines. Sur le DAX, vous pouvez voir qu'on s'est fait une petite frayeur ce matin, mais la petite frayeur de ce matin, c'était pour mieux revenir sur les 10 580, le seuil des plus bas de mercredi et de jeudi dernier. À 10 580, on a une oblique haussière qui passe par tous les plus bas depuis un mois. On a une tendance haussière de fond depuis 3 mois, on a une tendance haussière depuis un mois, on fait des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. On est donc bel et bien toujours dans une tendance haussière. Et à très court terme, sur les 8 derniers jours, on est relativement neutre. Tant que le DAX sera au-dessus des 10 580, 10 630 points, il sera considéré comme haussier de par l'analyse technique et les acheteurs gardent donc la main. Après, si on revient à 10 800 points, bien évidemment, il conviendra de nouveau d'être prudent puisque c'est dans cette zone que les vendeurs s'étaient montrés.
Côté américain, voici donc le S&P 500. Le S&P 500 s'est fait une petite frayeur ce matin, puis rapidement les acheteurs se sont portés à la rescousse. Le S&P est positif sur la séance, il est stable, et il est stable depuis maintenant 3 semaines dans cette zone de prix. Le S&P est dans un triangle, et je me demande si on ne va pas rester à l'intérieur de ce triangle jusqu'aux élections. Les élections, c'est ici, le 8 novembre. Si Trump passe, il y a de grandes chances que l'on sorte de ce triangle par le bas. Si Hillary Clinton passe, on pourrait tenter de challenger la borne haute, et si on casse la borne haute, on pourrait en sortir par le haut. Ce n'est bien sûr pas certain, mais c'est ce qu'ont révélé les derniers mouvements de marché, lors notamment des derniers débats. À chaque fois que Hillary Clinton prenait le dessus, prenait l'avantage dans un débat au niveau des sondages, eh bien, les indices boursiers et le dollar avaient tendance à être recherchés. On peut donc partir du principe que si Hillary Clinton passait, cela retirerait une épine du pied des investisseurs, cela redonnerait de la visibilité au marché. Et puisque les résultats américains sont supérieurs aux attentes pour les 3/4 des sociétés américaines, on pourrait s'attendre à ce que les opérateurs se portent de nouveau à l'achat dans le sens de la tendance haussière. En tous les cas, tant qu'on est au-dessus des 2120 points, aucun signal baissier aux États-Unis et les acheteurs gardent la main. Si et seulement si on clôture sous ce seuil, eh bien la donne changerait bien évidemment et on en parlerait ensemble. Concernant le VIX, donc voilà le chandelier du jour. Vous voyez qu'on a tenté une accélération ce matin, mais les indices sont revenus sur les supports, on a tenu les supports, la volatilité est redescendue, le stress est redescendu et fait place à une certaine stabilisation des cours. Côté action américaine, dans les plus fortes hausses de ma liste, on retrouve des titres qui font des rebonds techniques comme Whirlpool. On retrouve Twitter qui se stabilise toujours entre 16,30 et 18,30 $, très attentiste. Les résultats sont sortis, la société va supprimer 9% de ses effectifs et on attend de voir si les spéculations sur un hypothétique rachat reprennent. GoPro s'accroche à son support, mais vous voyez que ça devient un petit peu compliqué. On est posé sur les 13,50, 13,60, c'est un support clé. Tant qu'on est au-dessus, on peut espérer une reprise éventuelle de la tendance. Si on casse ce support clé, les vendeurs qui ont déjà la main depuis début octobre enfonceraient le clou. Google a publié, donc Alphabet a publié, la maison mère de Google, et le titre se trouve sur des plus hauts historiques. Donc voici le graphique mensuel de Google. Vous voyez ici on était dans un triangle, on sort par le haut, on baisse dans un drapeau, on sort par le haut. Là on était dans un range entre la fin 2015 et le début 2016. Et pour l'instant, on en serait sorti par le haut tout juste le mois dernier. Et ce mois-ci, on confirmerait la bonne orientation du titre. Quel parcours effectué par cette société, et ce n'est peut-être pas fini. Dollar Tree donc, est posé sur son support, on l'avait regardé hier. Dollar General est toujours dans son petit triangle. Illumina est toujours dans une stabilisation. Et à la baisse, on retrouve Amazon. Donc Amazon a publié un bénéfice net en forte hausse, mais inférieur aux attentes. Et puis Amazon a expliqué que ses perspectives pour la fin d'année, pour Noël notamment, étaient peut-être un petit peu inférieur à ce que le consensus attendait jusqu'ici. C'est ça qui engendre ce petit choc baissier sur Amazon. Ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé sur Apple hier. À court terme, Amazon était dans une belle tendance haussière matérialisée par sa moyenne mobile à 40 séances. On a cassé cette moyenne mobile ce jour, donc à court terme, on n'est plus haussier. Par contre, à moyen terme, on reste dans une tendance haussière de fond. Et on peut regarder donc avec les ratios de Fibonacci, on prend le dernier grand mouvement haussier qui s'est opéré sur la valeur depuis les 8 derniers mois, entre 470 et 850 $ approximativement. Et vous voyez que le premier retracement de Fibonacci, les 23,6%, ressortent à 760 $. Et c'est pile poil la zone de prix qui a été travaillée au mois d'août et au mois de septembre. Donc à moyen terme, tant qu'on est au-dessus des 760, les acheteurs peuvent reprendre la main à tout moment. Sous les 760 $, là, la tendance viendrait clairement à changer. Alors, Frédéric, on pourrait jeter un coup d'œil sur Technical Origin Feed, donc on va faire ça dans quelques instants. Paul me dit le Nasdaq a un petit peu perdu. Oui, enfin,
Paul, que ce soit 0,20 à la hausse ou à la baisse, ou 0,40 à la hausse ou à la baisse, si le Nasdaq baisse un petit peu aujourd'hui, c'est à cause d'Amazon. Le Nasdaq 100, il est ici, vous voyez qu'il est quand même malgré tout à l'équilibre. Alors c'est vrai qu'il y avait une petite oblique haussière sur le Nasdaq qui passait par tous les plus bas, qui faisait que la tendance était jusqu'ici haussière. On l'a cassé hier, donc là c'est un petit peu plus neutre. On a une zone de soutien ici qui correspond donc à des plus bas travaillés à la fin du mois d'août, au plus bas de la mi-octobre, on est posé dessus. Tant que le Nasdaq est au-dessus des 4760, 4800 points, il est haussier. Si on passe sous cette zone de prix, eh bien cela change potentiellement la donne pour la suite. Je vais répondre à vos questions sur Action dans un second temps. On va d'abord finir cette présentation. Concernant le sucre brut, donc voici ce qu'il est en train de se passer. On est possiblement en train d'essayer de sortir par le bas d'un triangle chartiste. Attention néanmoins, vous voyez que juste sous la borne basse de ce triangle, il y a le support oblique de moyen terme et juste en dessous des plus bas du jour, à 21,50, il y a le plus bas ici du 23 septembre dernier, le support clé des 21,50. Donc, sortir du triangle par le bas, on verra si ça se fait en clôture. Après, il faut casser l'oblique et casser le support. Donc, en gros, pour parler de baisse du sucre, il faudrait casser les 21,50. Tant qu'on est au-dessus des 21,50, on est dans une tendance haussière, les acheteurs peuvent tenter de reprendre la main. Si on passe sous ce seuil, là, on rentrerait donc potentiellement dans une correction, alors que les cours du sucre ont gagné, je vous le rappelle, 130% sur les 12 derniers mois. Le pétrole, comme je vous le disais en introduction, il est très neutre. Ça fait 3 jours qu'il fait du surplace sur les 49 $, un petit peu comme les indices boursiers. Il est sur le fil du rasoir, mais pour l'instant, il tient bien. Ensuite, le blé, l'avoine, le maïs, on assiste à des consolidations horizontales, mais on est quand même toujours dans des tendances haussières sur les plus hauts du mois d'octobre. Donc les acheteurs gardent la main. Le riz, il a fait un beau rebond avant-hier et hier, et aujourd'hui il est stable. Il est quand même très intéressant de voir que le riz a tenu sa moyenne mobile 60 périodes, testée à de très nombreuses reprises. Vous voyez toutes les flèches que j'ai posées sur mon graphique. Et donc tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile-là, les espoirs haussiers restent intacts. Pour que la hausse puisse prendre le pas, il faut casser les 10,40. Pour que les vendeurs reprennent la main à moyen terme, il faudrait casser les 9,80 cents qui ont été très défendus donc en début de semaine. Et concernant l'or, eh bien tout comme le dollar, tout comme les indices, c'est quand même très neutre. Alors vous me direz, oui, l'or vient de gagner 10 $ de 1262 à 1272, mais c'est ce qui se passe un petit peu tous les jours. Tant que l'or est contenu entre 1260 et 77, c'est très neutre. Il faudra casser l'une de ces deux bornes pour pouvoir décaler. Et les devises, pour finir, dans les devises, on regarde ce qui se passe sur le dollar. Donc sur le dollar, on est toujours dans une tendance haussière de moyen terme, dans une tendance haussière sur les 3 dernières semaines, dans une tendance haussière sur les 8 derniers jours. Les plus bas sont de plus en plus hauts et caractérisent bien la tendance haussière. Après aujourd'hui, et malgré un PIB supérieur aux attentes, les opérateurs prennent un petit peu des bénéfices. N'oublions pas d'où vient le dollar. Le dollar index est passé de 95 à 99 points. Il a gagné 400 points en l'espace de quelques semaines. Il est donc légitime que les opérateurs prennent quelques bénéfices. Et c'est ce qui explique la stabilisation un petit peu des cours. En attendant, tant qu'on ne casse pas le plus bas précédent, ne serait-ce que le plus bas de la veille, la tendance reste bel et bien haussière et cela neutralise les tentatives haussières sur les paires en dollars. La UD donc reste contenu toujours dans la fin de son triangle. Il approche de son support à 0,7550. Seule une cassure du triangle serait significative pour la suite. L'euro-dollar, lui, il est toujours en tentative de rebond vers les 1,0950. Mais tant que le dollar ne décroche pas à la baisse, eh bien l'euro reste dans une tendance baissière bloquée sous une résistance clé. Si et seulement si le dollar venait à consolider, alors l'euro pourrait peut-être tenter quelque chose à la hausse. La livre est toujours contenue dans un petit range entre 1,2080 et 1,2330. Si on en sort par le bas, on irait vers des nouveaux plus bas de 35 ans. Si on casse par le haut, c'est qu'il y a un changement de rythme sur la livre, voire sur le dollar. Pour l'instant, rien à dire de spécial, c'est très neutre et c'est la même chose sur le NZD-USD.
Et puis pour finir, l'USD-Yen, eh bien l'USD-Yen profite toujours d'un dollar solide, de marché haussier, donc d'un yen sous pression. C'est ce qui fait que la paire est haussière en données journalières. Tant qu'on reste au-dessus des 104,80, la borne de cette oblique, eh bien, les acheteurs ont la main et on peut aller plus haut. Si on venait à casser les 104,80, eh bien, on aurait un changement de rythme à court terme. Donc voilà, comme je vous le disais en début d'émission, grande neutralité sur le Forex, grande neutralité sur l'or et sur le pétrole, grande neutralité sur les indices. On assiste à des décalages sur les actions en fonction des résultats. Mais pour l'instant, on va terminer, je pense, la semaine là où on l'a commencé, c'est-à-dire très neutre. Je vais maintenant répondre à vos quelques commentaires et questions. Damien me dit la croissance de 2,9% au T3, c'est une première estimation, n'est-ce pas? Y a-t-il des révisions mensuelles? En général, elles sont revues à la baisse. Oui Damien, il y a des révisions. Le trimestre dernier, elles avaient été à la hausse, donc il n'est pas dit que ce soit révisé à la baisse. Je ne vois pas pourquoi il faudrait forcément qu'on attende que les États-Unis révisent leurs chiffres à la baisse. Les États-Unis ont envie de publier de la croissance, ils justifient leurs chiffres, ça facilite le travail de la Fed pour la fin d'année pour monter les taux. Donc voilà, c'est tout, il faut l'accepter. Il y a eu une croissance morne les 2 premiers trimestres, la croissance réaccélère en fin d'année, les résultats d'entreprise s'améliorent. Restons factuels et pragmatiques dans notre analyse de la situation. Paul me dit le Nasdaq a un peu perdu, il parlait de cela par rapport au sommet. Effectivement Paul, je pense que le Nasdaq a voulu se stabiliser, tout comme l'ont fait les autres indices. Le Nasdaq avait osé seul aller inscrire des nouveaux plus hauts historiques cette semaine. C'était mardi je crois, c'est ça, c'était mardi. Donc voilà, un excès haussier est souvent corrigé par un excès baissier en bourse. Il a voulu aller un peu trop vite, un peu trop haut, et bien les vendeurs lui ont rappelé qu'il valait mieux rester neutre, que la situation était neutre et que les investisseurs attendraient très certainement les élections. Frédéric me dit peut-on jeter un œil sur Technicolor? Mais bien sûr Frédéric, on regarde ça tout de suite. Donc Technicolor, si je me souviens bien, elle a publié cette semaine, c'était décevant, elle avait perdu 8% le jour de ses publications, elle était revenue sur une zone de soutien. On va regarder le graphique en données hebdomadaires. Donc vous voyez Technicolor depuis le début de l'année 2012 donc, est dans une tendance haussière de long terme depuis 4 ans. Après ce qu'il s'est passé cette semaine, eh bien, c'est qu'on est revenu suite aux résultats sur un niveau horizontal conjugué à un niveau oblique de moyen terme. Et malheureusement, on n'a pas réussi à tenir ce support. Le lendemain, le titre Technicolor a connu un abaissement de recommandation de la part d'un cabinet d'analyse. Donc ça l'a fait gaper à la baisse sous son support. Et vous voyez que toute la semaine, le titre a échoué sous cette résistance. Donc un support cassé devient une résistance. Donc si et seulement si le titre Technicolor réussissait dans les jours, séances qui viennent à repasser au-dessus de cette oblique de moyen terme et de ce niveau horizontal, eh bien les acheteurs pourraient prendre la main. A contrario, on était dans un range, on a cassé la borne basse et il y a donc des risques baissiers qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc voilà, tout n'est pas forcément joué, on n'a pas accéléré fortement à la baisse en cassant le support, au contraire on s'est calé juste dessous. Donc la sortie de la zone de consolidation que l'on travaille depuis quelques jours là sera vraiment d'importance. Concernant Genfit maintenant, biotech sur laquelle j'ai écrit un papier hier puisqu'on voyait les biotech tenter de réagir. Eh bien Genfit a pris appui sur les 17 € hier, malheureusement. Aujourd'hui, vous voyez que ce n'est pas suivi d'une appréciation des cours. La tendance est toujours baissière, on fait toujours des plus hauts de plus en plus bas. Donc on est toujours sous le joug d'une dynamique de fond baissière. Après à moyen terme, comme je l'ai publié dans mon analyse, on arrive sur un niveau oblique. C'est une oblique que l'on peut trouver en traçant un trait entre les plus bas de mars 2015 de janvier 2016 et on tombe donc sur la zone actuelle de prix. Bientôt Genfit va publier, bientôt Genfit va aussi participer à une sorte de colloque international spécialisé donc sur les maladies du rein. C'est l'AASLD entre le 11 et le 14 novembre. La société va communiquer à ce moment-là.
Donc si les communications sont positives et que cela engendre une sortie de tendance baissière à la hausse, un beau rebond technique pourrait avoir lieu sur Genfit. A contrario, comme je l'écrivais, si on accélère sous la zone des 16,90 €, 17 €, eh bien les vendeurs gardent la main. Donc pour l'instant, c'est un scénario hypothétique et si vous voulez lire mon analyse, elle est ici dans la rubrique Actualité et analyse du site de CMC Markets. Voilà, sur ce, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie, que vous avez apprécié mardi mon article sur les indices qui plafonnaient. J'y ai expliqué que le CAC 40 sous 4570 pouvait très bien revenir vers 4500, ce qu'il est arrivé le lendemain. J'espère que vous avez profité des nombreuses émissions, la matinale, le quart d'heure US. Et sachez qu'en plus de ces émissions, la semaine prochaine, on fera un live spécial pour la Fed et un live spécial pour le NFP. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end, un bon repos et on se retrouve lundi matin devant les écrans pour analyser les marchés ensemble. Au revoir à tous.